Bien, mesdames, messieurs, il est 20 heures. Nous allons donc pouvoir démarrer cette séance. Voilà. On a quelques personnes qui arrivent pour compléter le tour de table. Et nous allons pouvoir démarrer avec l'appel. Olivier Lebrun, présent. Vincent Guillon. Présent. Laure Cotin, pouvoir à Jeanne-Marie Hermann. Louis Le Pivin. Présent. Jeanne-Marie Hermann. Jean-Michel Sakidis. Présent. Christine Caron. Jean-Philippe Ollier. Jean-Bernard pouvoir à Vincent Guillon. Gwenola Teston. Philippe Gevrey, pouvoir Pauline Biodel, Patrick Homauvert, Pauline Biodel, Isabelle Cocadric, pouvoir Valérie Médon, Valérie Le Dastumer, devrait pas tarder, Paul Apikevich, Valérie Médon, Bertrand Schneider, Aïlis Kata devrait arriver, Camille Falk devrait arriver. C'est les jeunes mères de famille, c'est toujours des horaires pas forcément très faciles. Arnaud Brosset, même les jeunes pères de famille arrivent à se libérer. Ils ont des super nounous. Antoine Breuil-Mury, pouvoir Arnaud Brosset, Livet Venin, Jean Gilbert, Clerget, Daniel Der à Routougnan, Alexandre Meheux, pouvoir à Brigitte Bidot, Aurélien Meheux, pouvoir à Madame Loteteka. Oui, j'ai pas encore. Non, mais Brigitte Bidot maintenant. Présente. Voilà. Et Jackie Loteteka. OK. Elke Supercrub, Benoît Florence et Claire Quesnel, pouvoir à Benoît Florence. Je vous fais passer la feuille de présence et également, vous tournez la page et vous signez aussi, puisque pour la décision modificative, on doit aussi avoir des signatures. Vous trouverez votre nom assez facilement. Alors, on commence par désignation d'un secrétaire de séance. Y a-t-il un volontaire pour être secrétaire de séance? Je sens que Valérie de Asmer a une envie folle d'être secrétaire de séance. Voilà, on a trouvé notre volontaire. Voilà, on commence par l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du 25 septembre. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal? S'il n'y a pas de remarques, nous en passons à son approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Bien, eh bien, on attaque direct. Oui, j'ai reçu aussi deux questions orales, une de chacun du groupe de cité d'une part. Dans l'ordre d'arrivée, c'était VCV qui l'a envoyé en premier, donc cité en deuxième lieu. Donc, on les prendra à l'issue de l'ordre du jour comme il se doit. Voilà, Jean-Michel Sekilis va nous présenter la décision modificative numéro 1 pour le budget ville. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, le tableau qui vous est présenté prend en compte des modifications survenues après le vote du budget de 2025 et impactant les équilibres à la fois par des baisses de recettes fiscales et de dotations de l'État, mais aussi un ajustement des dépenses dont vous avez le détail. Donc, toutes ces modifications touchent à la fois les sections dites de fonctionnement et d'investissement, avec les chiffres qui vous sont rappelés. Alors, je vais peut-être pas les prendre une par une, mais en gros, à des nouvelles qui ont impacté nos finances, en particulier, une perte d'impôts et taxes foncières attachées aux stations de la RATP du tramway, qui, après un conflit assez long juridique entre l'État et la RATP, ont conduit à une décision qui nous est défavorable, nous occasionnant une perte de 800 000 euros, 700 000 euros, pardon, c'est sur le premier, c'est le premier chiffre que vous voyez. Et puis un ensemble d'autres modifications, bon, les dotations et participations également qui sont impactées à hauteur de 800 000 euros. Vous aviez tout le détail dans les documents d'accompagnement, donc je ne reviens pas dessus. Recréant donc un nouvel équilibre recettes-dépenses qui vous est présenté et que l'on reporte sur la section d'investissement qui est rappelée dans la partie basse, où là, il y a un mélange à la fois d'opérations d'ordre pour un petit montant, et puis bon, différentes modifications qui, là aussi, sont largement explicitées dans les documents.
conduisant à ce nouvel équilibre. Donc, c'est ce qui nous est demandé d'approuver. Monsieur Sakilis, oui, donc en l'occurrence, c'est des très mauvaises nouvelles qu'on a pu avoir sur l'année 2025. On ne l'attendait pas et surtout on n'était pas prévenu par l'État de ce contentieux qui existait entre l'État et la RATP. Donc on a subi cette baisse de taxes foncières et le corollaire, c'était la compensation par l'État sur les 50% de taxes foncières sur les locaux industriels et commerciaux. Voilà. Plus le fait que on a été informé du fait que l'État a diminué également sa dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Méfiez-vous, hein, dès qu'il y a l'intitulé compensation dans une dotation de l'État, généralement, c'est que c'est pas bon signe, ça disparaîtra un jour ou l'autre. Et la preuve est faite que cette compensation va disparaître. Voilà pour cette décision modificative. Y a-t-il des demandes de parole sur cette décision modificative? Non. Nous procédons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Sakilis, vous poursuivez en fait sur une délibération assez classique à ce moment de l'année. Absolument, monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, il s'agit, comme tous les ans, de libérer 25% du budget d'investissement 2026 sur la base des éléments de 2025, tels que c'est retracé devant vos yeux, telle sorte à ne pas paralyser les opérations internes euh, jusqu'à l'échéance du nouveau budget et nous amenant aux chiffres qui vous sont présentés. Voilà, c'est simple mais efficace. Y a-t-il des demandes de parole? Aucune. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie également. Monsieur Sakilis, la troisième délibération sur assez technique sur mode de gestion des amortissements. Oui, monsieur le maire, vous tous, mes chers collègues, il s'agit d'une délibération à caractère comptable, technique, de gestion qui revisite les durées d'amortissement d'un tout un ensemble d'immobilisations dont le détail vous est donné là encore dans les documents supports de ce conseil, introduisant en particulier l'amortissement des biens historiques et culturels qui touchent aux acquisitions d'œuvres d'art, mobilier, anciens historiques, etc., qu'on n'avait pas jusqu'à présent pris en compte dans ces tableaux d'amortissement et pour une durée de 10 ans, tel que c'est rappelé dans les documents qui vous sont présentés. S'ajoute à cela la modification d'un certain nombre de durées d'amortissement qui, par exemple, touchant au logiciel, passe de 2 ans à 5 ans, plus quelques autres petites modifications additionnelles qui sont pas du tout impliquantes. Tout ça est à jeu nul. Les deux objectifs servis par ces modifications, donc au-delà d'introduire la nouvelle catégorie des biens historiques et culturels qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est à la fois permettre un étalement de ces amortissements sur des durées plus longues et deuxièmement, coïncider le mieux possible avec la durée de vie effective de ces équipements. Il y avait un décalage entre les durées d'usage de certains équipements ou certains investissements et leur amortissement, occasionnant un surcoût sur des périodes courtes budgétaires qui n'étaient pas justifiées. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération hyper technique? Non. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Sekis, vous poursuivez avec l'approbation du contrat au tram bleu et tram verte. Oui, monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, il s'agit d'adhérer, de signer, de participer à ce contrat donc, qui s'appelle Eau, Tram verte et bleue climat. Et à titre humoristique, je, je regardais ces derniers jours la télévision, comme vous tous, sur les débats budgétaires, et je me disais, nous, c'est eau, trame, verte et bleue, et puis à l'Assemblée, c'est sang, drame, vert et rouge, quoi. Mais, mais c'est pas les mêmes enjeux. Et au-delà du jeu de mots, c'est un contrat, en fait, qui nous invite à participer à un ensemble d'initiatives très concrètes, détaillées
dans le document qui est joint en fait à la délibération que vous avez et nous amenant à participer à un certain nombre d'initiatives qui sont décrites au travers d'enjeux qui sont repris là encore dans les documents, d'enjeux environnementaux pour alors j'essaie de les retrouver, je les ai pas sous les yeux, qui sont des enjeux classés A, B, C, D, et nous-mêmes participants aux enjeux. Je vais vous les donner parce que là, si vous les avez pas sous les yeux, c'est un peu compliqué à comprendre peut-être. Petite seconde, je ouvre le document. Voilà. Voilà, donc l'enjeu A, c'est gérer à la source les eaux pluviales et lutter contre les îlots de chaleur en renforçant la place de la nature en ville. L'enjeu B, protéger et économiser la ressource en eau. L'enjeu C, restaurer le milieu naturel, poursuivre la mise en œuvre d'une trame verte et bleue régionale en adéquation avec le schéma régional de cohérence écologique. Enjeu D, sensibiliser, éduquer à l'environnement, suivre et coordonner les actions. Donc, nous candidatons sur l'enjeu A. Alors, l'enjeu A lui-même se décline en objectifs qui sont repris dans les documents en votre possession, mais je vais aller directement au projet que nous allons, enfin disons que nous allons présenter en fait au financement de ce regroupement en fait d'acteurs qui mettent en commun leurs actions et leurs moyens pour matérialiser ce contrat aux trames vertes et bleues. Et pour ce qui concerne Viroflay en particulier, c'est repris à la fin de l'annexe du document, du contrat en question qui est joint à vos documents, mais je vais vous en rappeler la teneur pour qu'on aille directement au fait, au-delà des différentes cartes et signatures que vous pourrez voir si vous prenez le temps de lire ce document. Eh bien, vous verrez donc l'enjeu A que nous servons au travers d'un certain nombre d'objectifs que je vais vous rappeler dans une seconde parce que le document est très long, donc laissez-moi une toute petite seconde le temps d'y arriver. Voilà, j'y suis presque. Voilà, donc l'enjeu A, donc je rappelle, gérer à la source les eaux pluviales et lutter contre les îlots de chaleur en renforçant la place de la nature en ville, se décline en un certain nombre d'objectifs. Parmi ceux-là, il y a l'objectif dit A2, qui est désimperméabiliser et réduire les îlots de chaleur urbains sur les places, parkings et voiries. Et donc, au sein de cet enjeu A, slash objectif A2, que je viens de vous rappeler, nous proposons plusieurs projets. Premier projet, végétalisation et désimperméalisation de la cour de l'école élémentaire de Corot. Il y en a pour 1500 mètres carrés. Création d'une piste cyclable sur trottoir permettant de créer des fosses végétalisées afin de libérer les racines des platanes sur l'avenue du Général Leclerc. 1380 mètres carrés. Désimperméalisation d'un parking de surface avec matériaux infiltrants. C'est le parking Costé-Bellonte, 1075 mètres carrés. Et enfin, restructuration d'un quartier comprenant désimperméalisation d'un parking de surface, plantation d'arbres, d'alignement et création de fosses végétalisées. C'est à la place de la Fête pour environ 6000 mètres carrés. Donc l'ensemble de ces projets est valorisé à ce stade à 4 240 000 euros. Nous allons le présenter dans le contexte de ce contrat. Ce qui vous est fourni aujourd'hui est un projet. Un projet, la signature définitive par les 60 ou 90 acteurs, je ne me souviens plus, 80, qui participent à ce contrat, aura lieu au mois de juin, après les élections de l'année prochaine, ce qui fait quand même sens pour que ce contrat puisse vivre sur la base d'un terreau solidifié pour les 6 prochaines années. Mais nous n'avons pas attendu ce moment-là. Nous avons déjà proposé donc les projets dont je viens de vous donner le détail, à hauteur des montants que je vous ai donnés, avec une espérance subventionnement au travers de ce contrat, auquel participent des financeurs aussi, d'un montant d'environ, en arrondissant, 500 000 euros, un petit peu moins de 500 000 euros. Donc voilà en fait la nature de ce contrat qui, si vous le lisez, vous verrez très bien fait, je trouve, puisque à la fois clair, pragmatique, compilant tout un ensemble de documents stratégico, j'allais dire paperassiers, mais des documents, on va dire, pour enfin sortir sur des projets concrets
tels que ceux que je vous ai présentés, qui concernent la ville de Viroflay. Mais évidemment, on ne sera pas les seuls, hein. D'autres villes y participeront, d'autres organismes à échelle plus vaste que celle d'une ville. J'ai récupéré, en fait, par curiosité, le contrat précédent celui-ci, qui courait sur la période 2020-2024, auquel nous ne participions pas, puisque notre arrivée dans ce contrat passe par l'adhésion de Versailles Grand Parc, qui nous monte à bord, en quelque sorte, par transition. Et donc, dans le précédent contrat, nous n'y étions pas, nous y sommes maintenant, et par curiosité, je me suis penché sur le bilan qui a été fait en début d'année, enfin mi-année de ce contrat, échu donc l'année dernière, afin de voir si véritablement on était dans du réel. Eh ben, la bonne surprise, c'est que la réponse est oui, puisque sur l'enjeu qui nous concerne, c'est-à-dire l'enjeu A et l'objectif 2, eh bien, il y a eu dans le contrat précédent, donc sur l'horizon 2020-2024, pour 50, j'arrondis les chiffres, hein, 54 millions d'euros de projets engagés et des subventions à hauteur de 45 millions. Donc c'est très, très positif. Euh, la moitié ou 60% des projets ont été soit achevés, soit largement engagés, très peu reportés, 8%. Donc c'est très très peu sur cet enjeu. Donc ça me semble être une bonne initiative et donc sans plus détailler, il nous est demandé de l'approuver. Merci, Monsieur Sakilis. Y a-t-il des demandes de parole? Madame Subercru? Notre liste citée salue l'engagement de la mairie concernant les contrats eau, tram verte et bleue, climat de la Seine centrale urbaine de 2026 à 2030. Nous soutenons complètement les 4 projets que vous proposez réaliser et pour lesquels la ville devrait recevoir des subventions. En ce qui concerne ces 4 projets, nous en découvrons 2. La végétalisation et désimperméabilisation de la cour de l'école élémentaire de Corot, ainsi que la désimperméabilisation du parking Coste et Belonte avec des matériaux infiltrants. Concernant la cour de l'école élémentaire Corot, pourriez-vous nous donner plus de détails, s'il vous plaît? Euh, Quelles parties de la cour seront végétalisées et désimperméabilisées? Et une dernière question, quel sera le rôle de l'association Espace euh, concernant ce contrat? Voilà. Jean-Michel Sakilis vous répond pour l'association Espace. Oui, monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, l'association Espace, donc, qui est à Chaville, va être le pilote, le gestionnaire, entre guillemets, du fonctionnement, de la vie et de ce contrat, comme ils l'ont été pour le contrat précédent. Et ils le seront à nouveau. Ils le font à titre gracieux, c'est précisé dans les documents qui nous ont été fournis, vous le retrouverez. Alors, à titre gracieux, sachant que, par ailleurs, nombre des acteurs qui sont listés participant à ce contrat octroient des subventions à cette association. Donc, c'est une forme de juste retour, en quelque sorte, qu'ils participent gracieusement à la vie et au fonctionnement de ce contrat. Si on prend l'image de ce qu'ils ont fait sur le contrat précédent, c'était positif. C'était positif et probant et efficace. Donc, ça devrait se passer de la même façon. Donc, leur rôle, c'est pilotage, animation, suivi. Faut pas que ça reste juste un contrat qu'on a signé dans un placard. Quant à la question de la végétalisation de la cour Corot, je suis surpris que vous le découvriez parce que j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé et vos collègues de VCV dans leur dernière tribune en parlent. Donc ça veut dire que soit on les informe que eux et pas vous, mais ça m'étonnerait. Donc c'est déjà un sujet et il est dans le budget. Voilà, donc je suis un peu surpris. Oui, oui, on a déjà parlé. Donc, Gonoa Teston va vous dire 2 mots sur le projet. Oui, par rapport à la végétalisation de la cour Corot, on est au début du projet et on se fait accompagner du CAUE des Yvelines et ils en sont à l'identification des besoins avec des ateliers menés avec les élèves. Donc on est vraiment tout au début, ils ont 5 ateliers
pour faire émerger, enfin c'est très pédagogique, et pour faire émerger et identifier les besoins des enfants, des enseignants, de l'équipe périscolaire, imaginer un petit peu leurs cours avec des maquettes. Voilà, c'est en cours. Et l'élaboration de la cour avec le pourcentage de cours végétalisés, j'en ai aucune idée pour l'instant. On est vraiment au début du projet et de l'élaboration. Merci, Madame Teston. Voilà. Pas d'autres questions. Donc, nous pouvons passer au vote de ce contrat eau, trame bleue et verte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? J'imagine que non. Unanimité. Je vous remercie. Et puis on va finir, là on va aller sur l'intercommunalité, la révision de l'attribution de compensation 2026. Oui, monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, un peu dans la trame de la décision modificative en vue de protéger un peu des soubresauts des budgets nationaux, nos propres budgets, rendre possible ce sur quoi nous sommes engagés et terminer ce que nous avons commencé. Cette délibération nous invite à accepter, c'est une révision de l'attribution de compensation 2026. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une contribution de Versailles Grand Parc à l'endroit des communes dont le montant initial en septembre de 2025 avait été convenu, voté à 380 753 euros au bénéfice de la ville de Viroflay. Et modifiant cette délibération du bureau communautaire du 18 septembre, est survenue une autre décision proposée aujourd'hui, celle du 13 novembre de cette même année, qui ventile ce montant de 380 753 euros pour 221 682 euros au budget de fonctionnement de la ville, et non pas donc l'intégralité des 380 000 à l'investissement comme initialement convenu, décidé au bureau du 18 septembre, et le reste, c'est-à-dire 159 071 au budget d'investissement. Donc en résumé, le montant total reste le même. La ventilation de ces montants diffère par rapport à la décision initiale de septembre en attribuant 221 000 euros et quelques au budget de fonctionnement. Cela dans l'idée de pouvoir compenser l'impact des éléments qui ont été détaillés à la délibération numéro 1, décision modificative, où on a compris que nos budgets de fonctionnement étaient lourdement altérés par des décisions extérieures. Plus précisément, les 159 000, plutôt que d'être demandés par les villes en fonds de concours sur des programmes d'investissement, on va être versé dans l'attribution de compensation qui rentre dans le budget de fonctionnement, dans les recettes de fonctionnement. Voilà, y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération? Non, donc nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Alors, on change de rubrique, on passe à une rubrique urbanisme. Je vais vous la présenter parce que Jean Bernicot est un peu souffrant, et donc il ne pouvait pas les présenter. Donc la première, c'est le déclassement, la désaffectation d'une parcelle dans le cadre de l'opération La Forge. Alors, j'allais dire, c'est peanuts, ce truc-là. C'est le fait que nous devons en fait tenir compte du fait que nous avons dans cette opération-là une opération de logement pour Habitat Humanisme. Et donc, nous devons faire une division en volume de cette parcelle et du projet qui est fait là, pour dire qu'on sépare d'un côté la partie logement et de l'autre côté la partie équipement public. Et d'où le fait que nous désaffectons, nous déclassons une partie de la parcelle, en tout cas dans ce cadre-là. C'est hyper technique. Comme c'était une parcelle qui appartenait en totalité à la ville, on est obligé de faire cette partie-là, puisqu'une partie va être réservée à un partenaire privé, qui est donc l'association Habitat et Humanisme. Y a-t-il des demandes de parole? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions?
Unanimité, je vous remercie. Nous passons à présent, toujours sur la forge, à l'acquisition d'une petite parcelle d'une superficie de 5 mètres carrés qui est cadastrée AE 519. Et en l'occurrence, cette petite parcelle, euh, c'est un peu compliqué, mais c'est à la suite de discussions avec le copropriété qui se trouve à l'arrière. Il a été décidé de ne pas construire euh, au, au ras de l'immeuble et donc de pouvoir acquérir un petit morceau de parcelle qui appartient à la copropriété, donc pour une somme tout à fait raisonnable. Je n'ai plus le montant en tête pour l'euro symbolique, en l'occurrence. Voilà, donc pour favoriser la réalisation de cette opération de la forge. Voilà, c'est quelque chose qui a été revu en cours de route une fois que le permis avait été accordé. Et la copropriété, dans son assemblée générale, a accepté le principe de cette cession des 5 mètres carrés à l'euro symbolique. Y a-t-il des demandes de parole? Non. Unanimité, j'anticipe. Des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous en remercie. Et enfin, j'ai parlé tout à l'heure des logements, donc de la Forge, des 8 logements de la Forge qui seront donc vendus à Habitat Humanisme. Et donc là, il s'agit de que vous m'autorisiez à signer une promesse de vente pour ces logements au prix de 3 500 € le mètre carré habitable, soit un prix de vente de 1 464 480 € hors taxe qui sera donc versé par Habitat Humanisme dans la ville de Viroflay. Après que les espaces aient pu être divisés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la délibération numéro 6. Y a-t-il des demandes de parole? Oui, Juste étant en face, je trouve que ça va être superbe. Voilà. et Ça, encore. il y a un volume et non, mais les volumes et ça a beaucoup d'allure. Voilà, c'est juste un petit quelque chose de positif. C'est mon avis. Mais on ne fait que les choses positives ici. Merci, Mme Biodel. J'aurais préféré avoir une façade côté est un peu moins aveugle. Voilà, c'était les contingences d'environnement et de voisinage ont fait que il n'a pas été possible d'avoir des ouvertures, de vraies ouvertures de ce côté-là. Bon, mais on a trouvé des solutions à la fois architecturales et qui permettent quand même d'avoir un peu de lumière dans les logements et dans les locaux publics. Donc nous passons au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous changeons de sujet. Et là, c'est Arnaud Brossé. C'est pareil, en fait, c'est une délibération qu'on trouve régulièrement en cette saison avec les sapins de Noël. C'est pour l'autorisation des ouvertures de commerce de détail pour l'année 2026. Arnaud Brossé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, comme vous le savez désormais, le conseil municipal peut autoriser les commerces de détail, y compris alimentaires, ainsi que les concessions automobiles, à ouvrir certains dimanches dans l'année. En concertation avec les syndicats et les professionnels en fonction, il est proposé d'autoriser les concessionnaires automobiles à ouvrir les dimanches 18 janvier, 15 mars, 12 avril, 17 mai, 14 et 28 juin, 5 juillet, 13 septembre, 11 et 25 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2026, et les commerces de détail les 6, 13, 20 et 27 décembre 2026. Ainsi, les concessions automobiles pourront rythmer leurs ouvertures en fonction des campagnes publicitaires des constructeurs et les commerces de détail de s'organiser en fonction des fêtes traditionnelles de fin d'année. Je profite de la tribune qui m'est accordée pour rendre un hommage appuyé aux commerçants viroflésiens. Vendredi dernier a eu lieu un premier marché de Noël dans notre beau quartier du village. Cet événement a été, je le crois, un immense succès et un grand moment festif. Certes, cet événement a eu lieu sous l'impulsion des élus et des services de la mairie, mais la fête n'aurait pas été aussi belle sans l'investissement et le dynamisme des commerçants du quartier. Pendant que certains, et M. Issakidis en parlait tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, s'enlisent dans des débats stériles et des logiques de parti, pendant que ces responsables politiques, si on peut les appeler ainsi, sont incapables de s'entendre sur un budget,
crispant ainsi la consommation des Français et plongeant l'économie dans un marasme sans nom, des hommes et des femmes se battent chaque jour pour maintenir leur affaire à flot. Ces commerçants travaillent aux côtés de la municipalité pour conserver des centres-villes dynamiques. C'est pourquoi, cette année encore, j'invite chacun et chacune à consommer viroflésien afin de profiter de produits et de services de qualité, mais aussi pour soutenir nos commerçants. Cela tombe bien car ces derniers pourront cette année aussi ouvrir jusqu'à 6 jours par semaine en décembre. De plus, pour rappel, 2 autres marchés de Noël auront lieu dans la ville, dans le quartier Verdun, demain à partir de 17 h et sous la halle Leclerc, dimanche de 11 h à 18 h. Nous attendrons donc les viroflésiens et les habitants des villes alentours, bien sûr, car l'herbe est, je pense, plus verte ici, à ces 2 dates pour profiter des animations et des produits de qualité que nos commerçants auront à leur proposer et ainsi répondre à une question que chacun devrait se poser lors de son acte d'achat. Quel centre-ville souhaitons-nous? Je vous remercie. Merci, merci beaucoup de cette intervention qui est en corrélation avec la délibération. Voilà, donc y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération? Classique, hein. Non, donc nous procédons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous changeons de sujet et donc je vous propose de passer la parole à Jeanne-Marie Amand qui va vous lire, non pas en détail, le rapport annuel du CIGEIF pour 2024, mais qui va vous faire une synthèse comme elle en a le secret. Donc, c'est le rapport d'activité 2024 qui est un document extrêmement bien documenté avec de nombreuses références et qui a l'avantage d'avoir une synthèse que vous avez, je pense, pu voir. Et ce que je vais donc me concentrer sur le zoom sur la ville de Viroflay concernant l'année 2024. Alors, l'année 2024, vous savez qu'on adhère donc ici chez Yves depuis un certain nombre d'années. Donc, pour ce qui est du territoire de la commune, on a des 4175 clients qui donc sont concernés par l'adhésion au CIGEIF sur le territoire en ce qui concerne le gaz et puis un petit peu plus en ce qui concerne l'électricité. Bon, on constate que ces chiffres sont un peu à la baisse. La commune adhère aussi au groupement d'achat pour le gaz qui nous donne la possibilité d'avoir des tarifs intéressants. Et donc, là, pour l'instant, je vous parle de l'année 2024, mais c'est vrai qu'on aura d'ici l'année prochaine des réductions de tarifs dues au fait qu'on adhère à un groupement d'achat de gaz, ce qui est quand même pour la ville intéressant. Donc, dans l'année 2024, ce qu'on peut souligner, c'est qu'on a eu donc le déploiement du service de recharge pour les véhicules électriques. Donc, vous savez qu'on a 12 points de recharge qui ont été installés sur la ville et que les recharges sont en constante augmentation. On a pu enregistrer plus de 4300 recharges qui ont été comptabilisées sur l'année 2024. Sur les 12 points, donc 9 points de 22 kW et 3 de 24 kW. Ce qui est notable sur l'année 2024, c'est effectivement le fait qu'on a démarré des études de faisabilité avec les villes de Sèvres, de Ville-d'Avray et de Chaville sur le réseau de chaleur. Vous savez que l'on a donc confié au CIGEIF la compétence distribution du réseau de chaleur et de froid. Ça a été voté dans une de nos assemblées. Et fin 2024, donc l'attribution de cette DSP a été lancée. Cette DSP devrait durer 30 ans et devait permettre de raccorder 10 000 logements sur le secteur. Voilà, donc c'est les principaux événements qui ont eu lieu en 2024 concernant la commune de Viroflay. Sinon, vous avez tout le rapport qui vous est détaillé et qui vous est accessible. Voilà. Donc, donc on se doit de vous communiquer l'information, mais ça ne donne pas l'objet à un vote particulier.
Non, c'est une prise d'acte que ce rapport a été présenté, mais néanmoins, on peut aussi On intervenir. peut discuter. Y a-t-il des demandes de parole sur ce rapport du CGIF 2024? Aucune demande de parole, donc nous constatons qu'il a été présenté au conseil municipal. Et nous terminons par deux délibérations qui concernent les ressources humaines. L'actualisation du tableau des effectifs. Vous remarquez que ce tableau des effectifs est très complet, parce qu'on a dû changer peut-être il y a un an ou deux avec un tel détail. On nous avait demandé au niveau de la direction des finances publiques d'avoir quelque chose de très détaillé. Et donc, il y a au moins 5 ou 6 pages pour au final préciser que nous avons au total un effectif budgétaire de 390 personnes, pas forcément tous à temps plein, hein. Et nous avons 372 emplois pourvus. Voilà, donc vous avez l'évolution entre 2024 et cette fin d'année qui vous est précisée poste par poste. Évidemment, il n'y a pas le nom des personnes, hein, mais on a donc la liste exhaustive des personnels de la ville. Des demandes de parole, Monsieur Florence. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, effectivement, vous l'avez souligné, ce tableau est très détaillé, ce qui fait que nous avons quelques questions, enfin des besoins de précision. Nous avons 55 personnes qui ne sont pas affectées à une filière, mais on se demandait si c'était des ETP ou des postes, parce que on a des personnes qui, par exemple, font l'aide aux devoirs, qui a priori ne travaillent pas en temps plein. Première question. Ensuite, nous trouvons des auxiliaires de puériculture à la fois en filière technique et en filière sociale. On se demandait quel était le critère de répartition entre ces deux rubriques. Et enfin, alors là, c'est vraiment un détail. Voyons qu'il y a un ébéniste. On voulait savoir quel type de travaux il pouvait être un ébéniste. Ah. Quel type de travaux il pouvait être amené à effectuer. Des historiques. C'est parce que effectivement, pour arriver à faire le budget, on touche du bois. Donc, on a besoin de quelqu'un qui est un spécialiste du bois. Alors, pour les différentes... si on avait pu avoir ces questions un petit peu avant, j'aurais pu vous répondre de façon plus précise. Sur la question des auxiliaires de périculture qui sont dans deux filières, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Sur les non affectés par filière, vous avez vu, en fait, il se trouve qu'on a des enseignants qui font de l'aide aux devoirs. Et là, en l'occurrence, ce sont des contractuels et ils ne font partie d'aucune filière particulière. Donc, c'est pour ça que c'est hors filière, hein. Les filières sont définies par le Code des collectivités territoriales. Et puis les autres, il y a des serveurs de temps en temps, en fait, pour les cérémonies qu'on peut avoir, donc, ouais, qui sont un peu nulle part. Et c'était quoi la dernière question? L'ébéniste. Ben, je vous ai répondu de façon extrêmement détaillée sur l'utilité de l'ébéniste. Un menuisier. Ouais, enfin, c'est un menuisier, en fait, hein, voilà. C'est, Il ne travaille pas que les vélos. Voilà. Il y a forcément la moitié d'une réponse qui en serait bonne. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Nous procédons au vote de ce tableau des effectifs. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et enfin, la dernière délibération concerne la protection sociale complémentaire pour les agents de la ville. Nous avons déjà mis en place ce qui était une obligation, en fait, une garantie prévoyance pour les agents de la ville. Là, c'était au 1er janvier 2025. Et donc, à partir de janvier 2026, cette obligation concerne aussi le risque santé, les mutuelles notamment, enfin le mutuel. Nous avons choisi en fait de confier depuis quelque temps en fait au CIG de la Grande Couronne le travail d'appel d'offres pour éviter que chacune des communes ne le fasse. Donc c'est un appel d'offres global pour un certain nombre de communes pour essayer d'obtenir les meilleures conditions pour cette mutuelle. Donc cette mutuelle est obligatoire. En fait, on a l'obligation de proposer une mutuelle aux agents. Ils n'ont pas l'obligation d'y adhérer. Ils peuvent très bien être sous une mutuelle privée
ou sur la mutuelle d'un conjoint, par exemple. Et donc, à partir du moment où, en fait, ils adhèrent à ce contrat de mutuelle, nous avons prévu que la ville puisse participer, ce qui est une obligation, puisse participer à hauteur de 15 euros bruts mensuels pour cette participation à la mutuelle. Ce chiffre de 15 euros ne sort pas d'un chapeau. On a fait une sorte de benchmark sur les villes aux alentours, qui sont toutes quasiment à 15 euros, sauf Vélizy qui se distingue, parce que Vélizy est à 50 euros. Mais Vélizy a un budget de fonctionnement qui est au moins 8 fois plus important que le nôtre, et a des richesses que la ville de Viroflay ne possède pas. Voilà. Sinon, toutes les autres villes sont aux alentours de 15 euros, y compris, je crois, Versailles. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire. Il y a un avis du comité technique. Il y a un avis du comité technique, en fait, du CST, le comité social territorial, qui s'est réuni hier, qui a donné un avis favorable à l'unanimité sur cette participation. Voilà. Y a-t-il des demandes de parole? Madame Supercrub. En fait, nous avons remarqué dans la délibération que la date du comité social territorial avait lieu, que la séance de la, enfin, que la date de la séance avait lieu aujourd'hui. Non, mais c'était écrit dans la délibération que c'est le 11. Donc, du coup, on s'est posé la question que c'est quand même comme timing très court. Mais donc, vous dites que c'était une erreur dans la délibération, c'était hier. Ah oui, comme ça, c'est mieux parce que pour avoir leur avis, parce que sinon, vous ne pouvez pas présager. Comment? Hum, Ça aurait très bien pu être fait ce matin, puisqu'il faut juste qu'on ait leur avis avant de passer en conseil municipal. Donc, on aurait très bien pu la faire même en début d'après-midi. D'accord. Cette séance Mais du il ne faut CST. pas avoir le compte rendu, le Bah, procès verbal. Et en fait, le procès verbal est signé dans la foulée en fait, de la séance du CST. Donc, en fait, à partir du moment où c'est voté et signé, en fait, c'est officiel. OK, Ça n'a bien. pas besoin de passer en préfecture, comme nos délibérations, c'est exécutoire dès la signature du PV. Mais j'avais quand même encore une question. Donc, vous avez dit que vous travaillez avec le CIG pour avoir des meilleurs prix. Mais est-ce qu'il y a une étude comparative qui a été faite sur plusieurs mutuelles par votre mairie, enfin, par la mairie de Viroflay? Et est-ce que les représentants du personnel étaient associés au choix de ce contrat de groupe? Et quel est le montant de la cotisation pour chaque agent, enfin par agent, et quelle est la nature du contrat avec les prestations détaillées? Je veux dire, non, non, je veux dire qu'on connaît un peu le montant de la cotisation, ce que les agents doivent payer, parce que 15 euros, ça paraît un peu, ça ne paraît pas beaucoup. Je connais d'autres collectivités ici en Île-de-France où il y a un choix de plusieurs mutuelles et où la collectivité donne donc une partie de la cotisation pour chaque mutuelle que l'agent va choisir. Voilà, donc je voulais savoir si une telle démarche pourrait être envisagée aussi pour Viroflay. Alors, clairement, à partir du moment où on délègue au CIG le fait de prospecter, et eux, ils font des études comparatives, en fait, des différentes mutuelles, ce qu'on ne va pas faire nous-mêmes de notre côté, ça n'a pas de sens. Si justement il y a un CIG, c'est bien pour faire en sorte de mutualiser un certain nombre de sujets. Donc, clairement, le travail n'a pas été fait de notre côté. Nous avons laissé faire ce travail, tout comme le CIGIF, quand on leur confie le travail sur le réseau de chaleur, on va pas faire à côté un travail de comparaison avec d'autres prestataires. Donc clairement, c'est pas le sujet. Sur la participation mensuelle, je n'ai pas le montant à vous dire, la participation de chaque agent. Néanmoins, je vais vous donner, parce que je vous ai dit tout à l'heure le montant de la participation. Viroflay, 15 euros. Juan Joseph, 15 euros.
Vélizy, 50% dans la limite de 50 euros. Fontaine-Fleury, 15 euros. La Saint-Cloud, 15 euros. Bougival, 15 euros. Châteaufort, 15 euros. Buc, 18 euros. Bon, OK. Et Le Chesnay, 17 euros. Bon, oui, donc on se distingue pas particulièrement parmi les autres. En fait, on peut toujours vous donner plus, hein, ça c'est une évidence. Je vous rappelle quand même que on cherche aussi à moduler nos frais de personnel et à les maîtriser. Euh, Notamment cette année 2025, mais aussi 2026 et peut-être 2027, les cotisations de retraite vont augmenter de façon extrêmement importante, d'où le fait qu'on aura des incidences sur le budget de la ville dès 2025 et en 26-27 aussi. Donc, on essaie de maîtriser. C'est nouveau, en fait, le fait qu'on verse cette aide de 15 euros. Donc, c'est un plus. Et puis, on verra effectivement le moment venu s'il y a besoin de réévaluer si on a des moyens supplémentaires. Voilà. Y a-t-il d'autres demandes de parole, d'autres questions? Non. Nous passons donc au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Donc, le dernier point de l'ordre du jour ayant été traité, je vous rappelle que les prochaines séances du conseil municipal devraient se tenir les jeudis 5 février et jeudi 12 mars prochains. Et voilà. Et après, on verra ce qui se passe. Alors, comme je vous le disais en début de séance, j'ai reçu deux questions orales. La première étant venue donc du groupe VCV. Et je crois que c'est Brigitte Bidot qui va vous en faire lecture. Nous allons parler à deux, en fait. On n'est pas spécialement attiré par la lecture en elle-même. Donc, Jackie, c'est elle qui va surtout prendre la parole par rapport. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci, chers collègues. Je pense. Tiens, avec moi, dans ces cas-là. Mets-toi là. Mets-toi là. Alors, donc, le groupe VCV voulait tout d'abord saluer tous les efforts fournis par la municipalité pour toutes les questions liées à l'handicap, pour toutes les prises en charge mises en place, tant pour accompagner les familles que tout ce qui a été mis en place au niveau des établissements. C'est un sujet que je connais particulièrement puisque la ville de Viroflay s'est mobilisée pour que mon fils puisse avoir une table, une chaise ergonomique. Donc, je connais bien ce sujet. Donc, tous ces efforts on a pu voir dans le magazine de Viroflay du mois d'octobre, qu'on illustrait tous les accompagnements, mais des besoins subsistent. On a parlé d'une jeune femme viroflésienne, Victoria, qui est hébergée en Belgique, puisque elle n'a pas trouvé d'accompagnement spécifique lié à son handicap en France. D'autres spécificités, d'autres difficultés existent aussi, tant dans les établissements scolaires, hein, mais qui ne sont pas liées, puisque bon, le personnel est volontaire, disponible pour accompagner les familles. Mais il y a des besoins spécifiques, tant au niveau de personnel, parce que bon, je me rappelle que parfois on pouvait sonner dans l'établissement, mais la directrice étant aussi enseignante ne pouvait pas et donner cours et pouvoir répondre pour que des parents viennent chercher des enfants pour pouvoir aller faire des soins à l'extérieur. Donc notre question va se porter spécifiquement sur la coopération avec les acteurs médico-sociaux. Quel levier la municipalité identifie-t-elle pour favoriser l'implantation ou la création de nouvelles solutions d'hébergement, de foyers ou de partenariats médico-sociaux sur le territoire afin de réduire le manque de places et la nécessité de placement à l'étranger? Voilà. Il y avait plein d'autres questions. Généralement, excusez-moi, sur une question de principe, c'est que quand vous posez une question écrite 48 heures à avance,
généralement, on lit la question parce il y avait 4 autres questions. Donc, on a prévu de répondre aux 4 questions. Donc, je vais donner la parole à Gonzalo Teston qui va répondre à l'ensemble des questions D'accord. voilà, qui ont été posées. Parce que on travaille généralement après les questions qu'on reçoit pour pouvoir apporter une réponse la plus précise possible aux questions qui nous sont posées. Donc, Et nous vous en remercions. et je passe la parole à Gonzalo Teston. Merci. Donc, merci pour ces questions. Alors, vous ne les avez pas toutes détaillées, mais on a pu les lire. Merci parce que ce sujet est quand même essentiel. C'est celui de l'inclusion et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et plus particulièrement des adultes pour lesquels les besoins en solutions de proximité sont importants. Tout d'abord, et vous le soulignez, à juste titre, il faut rappeler que la ville de Viroflay est pleinement engagée dans cette démarche. Nous accueillons aujourd'hui sur Viroflay un habitat partagé par des jeunes filles, enfin des jeunes femmes en situation de handicap mental, et nous avons 3 structures médico-sociales, un centre d'accueil de jour de l'association APAGE et 2 établissements qui accueillent des enfants en situation de polyhandicap de l'association Cap de Vent, dont un établissement a été inauguré il y a à peu près un mois. Et il se trouve sur le quartier de la Pépinière. Et cette installation récente illustre la dynamique réelle de notre ville et notre volonté d'accompagner concrètement les porteurs de projets. Nous sommes disponibles pour les accompagner pour les démarches administratives, mais qu'il s'agisse aussi de l'identification des locaux adaptés, de la mise en relation avec les services compétents ou de l'accompagnement administratif. Ensuite, vous évoquez aussi l'arrivée, la potentialité d'avoir de nouveaux partenaires médico-sociaux. Et je vous confirme que la ville, elle poursuit une démarche active et ouverte. Et nous échangeons régulièrement avec les acteurs départementaux, les associations spécialisées et les gestionnaires d'établissements pour encourager de nouvelles implantations lorsque cela est possible. Vous parlez dans votre question aussi sur la communication du CCAS. Et je vous rappelle que celui-ci ne dispose pas d'un budget de communication propre. Néanmoins, nous mobilisons nos outils municipaux, le site Internet, les magazines et nos supports institutionnels pour mettre en valeur les dispositifs existants et les initiatives locales. Je souligne aussi qu'il y a 2 ans, nous avons édité un guide du handicap et qui rassemble les informations utiles pour les familles et les personnes concernées. Et bien entendu, ce guide sera mis à jour si nécessaire. Vous avez posé une question sur le taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans la ville. Le taux d'emploi est de 5,48%. Et bien sûr, les services travaillent à maintenir, à renforcer cette dynamique et à accueillir, et à adapter les postes pour ces personnes-là, ces agents. Je profite de votre question pour mettre en lumière tout ce que la ville, plusieurs actions qui sont menées par la ville. Donc, nous avons une commission d'accessibilité qui œuvre toute l'année pour améliorer les conditions de déplacement et des accès, et elle réalise régulièrement des visites de terrain qui permettent d'identifier les obstacles et de proposer des améliorations concrètes. Nous mettons également à disposition des personnes malvoyantes des télécommandes pour les feux tricolores. La ville offre aussi 12 entrées à la piscine pour les personnes en situation de handicap et 100 entrées au centre d'accueil de jour de la Page. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec le PAT, qui est le pôle autonomie territoriale, qui assure des permanences à Viroflay et dont le président n'est autre que le maire de Viroflay depuis sa création il y a 20 ans. Comme vous l'avez signifié dans le magazine de ce mois-ci, nous parlons de la Semaine du handicap. Ça fait 3 ans maintenant que la ville de Viroflay participe activement à la Semaine du handicap. Donc, nous menons plusieurs actions de sensibilisation. Je ne sais pas si vous avez... Donc, la Semaine du handicap, elle était au mois de novembre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à la bibliothèque. Tout d'abord, il y avait une exposition d'œuvres réalisées par des personnes fréquentant le centre d'accueil de jour de Viroflay.
et également des enfants des centres de loisirs. Il y a eu également 4 représentations du spectacle Souris et Cygnes qui ont été organisées dans nos 3 écoles maternelles pour les élèves de moyenne section. Au niveau du périscolaire, les enfants, notamment, ont pu participer à pratiquer du handisport, du cécifoot, des échasses urbaines et d'autres activités. Les jeunes de la MJV, donc de la Maison des Jeunes de Viroflay, de Philippe de Dieuleveux, eux ont pu participer à une rencontre sportive avec des jeunes qui fréquentent le centre de Cap-de-Vent. Ils viennent régulièrement. On a un partenariat assez étroit avec l'association Cap-de-Vent et encore plus, davantage depuis qu'il y a l'autre établissement. Il y a le service petite enfance a également proposé des cafés parents animés par la psychologue sur le thème du handicap et de la différence. Le réseau des parents a proposé un groupe de parole sur les neuroatypiques. Il y a également eu un ciné-débat intitulé Semblables et différents à la fois. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a eu beaucoup d'actions qui ont été proposées. La ville aussi propose des formations dédiées aux agents municipaux. À la Toussaint, nous avons proposé la formation, le perfectionnement BAFA. C'était accueil de l'enfant en situation de handicap dans le milieu scolaire. Et cette formation a été, certains animateurs ont pu bénéficier de cette formation. Les personnels de crèche sont également formés à l'accueil d'enfants porteurs de handicap. Nous avons, lors de cette semaine du handicap, accueilli aussi des personnes en situation de handicap dans le cadre du duodet. Il y avait un stagiaire et une autre personne. Donc, voilà à peu près sur la semaine du handicap. La ville soutient également très concrètement les structures spécialisées pour la mise à disposition de salles de façon gracieuse. Le complexe sportif Gaillon, la page y va 2 à 3 fois par semaine, Cap-de-Vent 1 fois par semaine. Le CMP, qui est le centre médico-psychologique pour adultes Marivel, l'en bénéficie 1 fois par semaine. Le pavillon d'Elvire a été mis à disposition à titre gracieux le 2 avril 2023 pour la journée de l'autisme à la demande d'un viroflésien qui est membre de l'association Autisme Espoir vers l'école. Le CMP psychologique à Duc-Marivel utilise gracieusement la salle du 103 de l'Écu de France le lundi et les mercredis pour des activités de collage et de peinture. Voilà. Par ailleurs, il y a de nombreux établissements spécialisés, donc ceux que j'ai déjà cités, la page Cap-de-Vent, un centre d'accueil de jour de Vitry, mais des établissements scolaires ou spécialisés d'autres villes qui bénéficient, par exemple, des expositions de l'Écu de France, avec une adaptation dans l'accompagnement. Et la bibliothèque accueille aussi des patients de ces différents établissements, mais aussi des usagers de la Forge et du CCAS. Et pour finir sur la culture, le service Badaboom assure un portage de livres à domicile pour 12 bénéficiaires qui sont principalement des seniors. Et pour terminer, il y a plusieurs élus viroflésiens qui sont actifs au sein d'une association, l'association des élus au handicap des Yvelines, qui est une association qui a été créée il y a 2 ans, qui regroupe aujourd'hui 16 élus, de 16 communes différentes. Et leur participation régulière aux réflexions permet à notre commune de contribuer aux réflexions départementales, d'échanger sur les bonnes pratiques et d'enrichir notre action locale. Donc, en conclusion, je veux réaffirmer que la ville de Viroflay continuera à agir aux côtés des familles, des associations et des acteurs médico-sociaux pour rester une ville inclusive, solidaire et attentive aux besoins de chacun. Merci. Une réponse très complète. Je voulais juste, normalement, ces questions ne donnent pas lieu à débat donc on la pose, on répond. Simplement, je voulais dire simplement le fait que c'est pas la ville de Viroflay qui résoudra tous les problèmes de handicap et de centres qui n'existent pas en France. Il y en a certains qui existent. Ça n'est pas du ressort de la ville. Si des centres existent en Belgique, c'est aussi parce que, et je suis désolé de le dire, c'est que la Belgique s'est fait aussi une spécialité de business autour de ça. Je le dis. Clairement, avec parfois des conditions d'accueil qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Le financement est assuré principalement par la CPM et un peu le conseil départemental. Donc, ce qui fait qu'on accompagne en fait les projets
des associations qui existent. Je vais donner un exemple. L'association Claire Girac, qui avait son centre rue Chanzy depuis quelques années, je crois qu'il y a une bonne dizaine d'années, avait décidé d'agrandir. Donc, il fallait un permis de construire. On les a largement soutenus sur la question de leur permis de construire, notamment vis-à-vis des riverains qui émettaient un certain nombre de doutes ou de recours sur le sujet. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux pour faire en sorte de leur faciliter leur agrandissement, tout en restant évidemment dans les règles d'urbanisme qui existent. Voilà, ça c'est un point qui nous paraît essentiel. Et le centre, la maison d'accueil des jeunes femmes en situation de handicap mental, là aussi la ville a œuvré dans ce domaine-là pour faciliter l'installation. Nous avons d'ailleurs donné une surcharge foncière parce que c'est une maison qui bénéficie du statut de la loi SRU de logement social. Donc voilà, on est preneur. La toute dernière chose, en fait, Gonella Teston, vous signalez que le pôle autonomie territoriale, donc le PAT de Grand Versailles, j'en assure la présidence depuis 20 ans. Et je peux vous dire une chose, c'est le fait que ce PAT supporte aussi la MDPH et il nous arrive régulièrement de donner des avis favorables à des enfants en milieu scolaire pour l'attribution d'une AESH. Et généralement, l'éducation nationale nous dit ah non, mais arrêtez de donner des avis favorables parce qu'on n'a pas les moyens de mettre des AESH dans les classes. Donc en fait, on fait notre travail, mais de l'autre côté, il y en a qui font pas leur travail réellement. Donc soit parce qu'ils trouvent pas, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Donc ça fait partie de cet ensemble. Donc nous, de notre côté, on essaie d'être attentifs à tout ce qui peut être de notre compétence, ou en tout cas de faciliter la vie de ces personnes en situation de handicap ou des centres qui les accueillent. Voilà, pour être très complet sur votre question. La deuxième question venait du groupe Cité, je ne sais pas qui, Mme Supercrub. Monsieur le maire, nous avons reçu plusieurs retours de Viroflésiens concernant la petite place située à l'angle de la rue Rieux-Sec et la rue Jean Ray, entre le salon de coiffure et l'église. Ces personnes regrettent toute la suppression du petit square. À la place, un bassin à fontaine a été construit. Avant, c'était un square bien ombragé grâce aux rhododendrons et d'autres arbustes avec une boîte à livres et des bancs toujours fréquentés où les ouvriers et d'autres personnes pouvaient manger à midi, où les personnes âgées se reposaient ainsi que les enfants jouaient. Maintenant, il n'y a plus de bancs et la verdure laisse à désirer. Donc, nous avons joint 2 photos qui montrent la place avant et aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les personnes âgées, ce n'est pas facile de s'asseoir sur le bord de la fontaine, trop bas et sans dossier. Maintenant, l'eau a été coupée, mais lorsque la fontaine fonctionnait, les bords étaient souvent mouillés, ce qui n'invite pas à s'y asseoir. En plus, beaucoup trop d'eau débordait, ce qui constitue un gâchis d'eau et rend le trottoir glissant et dangereux. Il nous a été remonté aussi le problème hygiénique de cette fontaine où en été, les personnes y faisaient tremper leurs pieds, laissant gambader leurs enfants habillés seulement en couche. On nous a remonté également le sujet des poubelles qui étaient avant cachées derrière un petit muret le long de l'immeuble 22 rue Jean Ray et que les éboueurs récupéraient et remettaient via une rampe. Cette rampe n'existait plus et les poubelles se trouvent maintenant sur le trottoir le jour du ramassage. Afin de répondre à ces remontées, serait-il envisageable d'améliorer cette place? Serait-il possible de replanter des arbustes offrant de l'ombre, d'installer à nouveau quelques bancs en bois avec dossier ainsi que la boîte à livres? En ce qui concerne la fontaine, l'installation est-elle en circuit fermé? Sauf erreur de notre part, cette fontaine devait être alimentée par une source naturelle comme la fontaine ancienne, un peu plus loin rue Jean Ray.
Nous vous remercions de répondre à nos questions lors du prochain conseil municipal et nous sommes prêts à réfléchir avec votre équipe municipale à améliorer l'aspect de cette place. Merci. Ok, je vais laisser la réponse à Jean-Philippe Ollier qui a suivi tout ce chantier, et non seulement le chantier, mais toute la préparation en amont de chantier et la concertation qui a pu avoir lieu. Oui, j'ai pas seulement suivi, oui, j'ai dû précéder un petit peu. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, à entendre cette question du groupe Cité, que de critiques pour ce pauvre petit square. Disparition de son ombrage et de sa verdure, disparition des bancs et de la boîte à livres, remplacée par une fontaine fuyarde qui plus est, consommatrice d'eau, polluée par les couches des bambins et des poubelles bien en évidence. Quelle description apocalyptique! N'exagérez-vous pas un petit peu? Je vais y répondre point par point. Premier point, la suppression du square au profit du bassin. Alors, pour mémoire, l'aménagement du village a été présenté au groupe d'opposition avant adoption du projet. Alors, certes, le bassin n'était pas à cet emplacement précis, c'est aussi l'objet des consultations, mais le dessin de ce square était le même, il n'a pas changé. Le choix d'installer un bassin répondait à un double objectif: mettre en valeur le patrimoine et embellir l'espace public, tout en créant un point de fraîcheur particulièrement adapté aux épisodes de forte chaleur que nous connaissons désormais chaque été. Vous conviendrez que ce point d'eau est maintenant mieux placé à proximité du jardin qu'entre le carrefour et l'église. Lors de la réunion Grand Projet de février 2025, ce changement de localisation avait d'ailleurs été publiquement présenté. Deuxième point, la question de l'ombre sur la place et de la végétation. Les photos ne sont pas affichées, là. Ouais. Voilà, merci. Vos deux photos transmises dans le document, donc que Elke a mentionné tout à l'heure, voilà, c'est celle-là. Hein. Alors, elles ne sont pas prises aux mêmes heures, ce qui ne permet pas vraiment une comparaison objective de l'ensoleillement, hein, puisqu'on voit bien qu'il y en a une qui est prise le soir, c'est celle du dessus, la celle ancienne, et que l'autre est prise plutôt le matin dans la version Nouveau Jardin. Hein. En fait, l'ombre dont bénéficiait antérieurement le jardin provenait non pas des rhododendrons ou des haies, qui d'ailleurs ne dépassaient pas 1,50 m, mais principalement du magnolia, un bel et grand arbre qui a été conservé et même mis en valeur par l'aménagement. Une grande jardinière, comme vous le voyez, a été créée autour du magnolia, ainsi qu'une autre à proximité du salon de coiffure. Quoi qu'il en soit, laissons le temps au temps, les arbustes plantés vont pousser jusqu'à atteindre des dimensions comparables au rhodo qui était préexistant. Et pour faciliter la pousse des végétaux, nous avons dû temporairement installer des ganivelles pour dissuader enfants et chiens qui venaient piétiner et gratter les pousses. Sur cette question de l'ombrage, je souligne enfin que nous avons ouvert un nouvel espace autour du conservatoire. Autre espace ombragé où les seniors peuvent aussi trouver des moments de pause, ainsi que prochainement un square ombragé sur la place de la Fête, à la bord de l'EHPAD. Ce sera réalisé en 2026 et la réunion publique a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Troisième sujet, le mobilier et notamment les bancs. Alors, des dossiers seront prochainement installés sur certaines bordures en pierre camphanar, c'est les pierres blanches que l'on voit là, le long de la façade du coiffeur. Ce sera fait au premier trimestre 2026. Les assises seront plus hautes que les pierres actuelles, puisqu'elles seront dotées d'une base en bois qui se prolongera par un dossier. Ces aménagements, d'ailleurs, répondent directement à des suggestions exprimées par des riverains pendant le chantier en matière de confort, notamment pour les personnes âgées, et ils seront identiques au conservatoire, où la même question se pose, et place de la Fête. Donc ils seront un peu plus hauts, avec un dossier, et plus confortables que de la pierre.
Le quatrième sujet, boîte à livres. Ça, c'est simple. La nouvelle boîte à livres est prévue sur la place du conservatoire. Le cinquième sujet, le fonctionnement de la fontaine. Alors, nous avons effectivement créé des jets animés. Oui, c'était quand même plus sympa d'avoir quelque chose qui bougeait et dont la hauteur pouvait varier. Alors, il peut y avoir effectivement parfois des projections. Bon, une vérification du réglage des jets a été demandée. Et je vous rassure, la fontaine fonctionne en circuit fermé. Il n'y a donc aucune perte d'eau à part l'évaporation, bien sûr, hein. Et de plus, cette eau qui fonctionne en circuit fermé provient de la source du village. Alors, elle n'est pas potable, mais des chlorations sont réalisées avec d'ailleurs des mesures régulières de pH. Enfin, concernant les usages, ou plutôt les usagers, tout un chacun peut faire observer à un adulte responsable qu'il n'est pas forcément opportun d'y baigner son chien, ni d'installer un bébé en couche dans le bassin. Sixième question, la position des poubelles. Alors, vous dites, les poubelles étaient auparavant cachées derrière un petit muret. C'est à la fois vrai et faux, parce qu'elles pouvaient être cachées derrière le petit muret qu'on ne voit pas très bien sur la photo de là-haut, mais qui existait, hein. Mais elles étaient aussi par le passé très fréquemment positionnées au milieu du trottoir. D'ailleurs, sur la photo du haut, on voit une poubelle qui est juste devant, là, juste au milieu, devant la photo, hein. Et si on regarde des photos, c'est la photo suivante. Voilà aussi une autre photo que vous n'avez pas fournie qui date de 2019, hein. Mais on aurait pu en prendre d'autres, hein. Google a pris pas mal de photos, alors pas forcément des jours de sortie des poubelles, hein, mais plus de la moitié des photos sont encombrées de poubelles comme ça, hein. Alors, nous sommes conscients que c'était une gêne pour la circulation et c'est aussi toujours une gêne pour la circulation. Mais la situation actuelle, bien qu'encore perfectible, elle est plus conforme en termes de sécurité et de visibilité. Et nous avons récemment rappelé au bailleur social, à qui ces conteneurs appartiennent, d'être vigilants pour ne pas laisser plus longtemps que nécessaire ces conteneurs sur la voie publique. Et il m'a confirmé avoir donné les consignes nécessaires. Voilà les réponses aux 6 questions que j'ai repérées dans cette question. Et pour conclure, je voudrais simplement rappeler 3 petits points constants en matière de travaux. C'est que tout chantier d'une certaine ampleur est long, que tout chantier nécessite in fine des ajustements et définitions. Et c'est la période actuelle pour ce qui concerne le village. On est encore dans des petits trucs qui ont été mal faits, qui ont été oubliés ou qu'il faut corriger, hein. Et que toute plantation, puisque ça faisait partie des questions, que toute plantation nécessite quelques années pour donner le résultat attendu. C'est vrai pour la végétation qui a été mise autour de l'arbre et de part et d'autre du jardin. Et c'est vrai aussi pour les nombreuses plantations qui ont été faites sur la rue Russec. Voilà, mes chers collègues, monsieur le maire. Merci, M. Ollier, de cette réponse très complète et illustrée. Bah, normalement, on ne répond pas à M. Berkeup, donc si je fais une dérogation, il faut que je passe à tout le monde. Que je comprenne bien, il va y avoir des arbustes qui vont être plantés, parce que là, pour l'instant, c'est rien en fait. Il n'y a que l'arbre. Petit arbuste deviendra grand. Ils sont plantés. Ouais. Et il se trouve que le problème, c'est que C'est la saison où on avec plante, cet c'est la été, saison où ça pousse. cet été, il y a eu beaucoup de, comme vous dites, en fait, beaucoup de jeunes, d'enfants notamment, qui allaient dans la fontaine et qui allaient de l'autre côté et qui ont piétiné un certain nombre de végétaux que nous avions plantés. D'où le fait qu'on a mis des ganivelles pour les protéger et pour faire en sorte que ces végétaux puissent pousser de façon harmonieuse. Donc, faut laisser le temps au temps, la nature fera son office. Voilà. Donc, voilà pour les réponses. Et c'est vrai que les poubelles, là, vous remarquerez que la configuration de la place maintenant permet davantage de passages, notamment pour les personnes à mobilité réduite, ce qui n'était pas le cas précédemment, puisque le passage qui est entre le Magnolia, le square et puis la jardinière devant était assez étroit. Et les poubelles là-bas aussi, en fait, prenaient une bonne partie du trottoir. Donc, ce qu'on a fait permet d'avoir davantage d'aisance. Les poubelles restent là.
elles sont sorties à cet endroit, mais avec beaucoup plus d'aisance, ce qui permet davantage de fluidité dans la circulation des uns et des autres. Voilà. Pour rassurer Madame Sumercum, on a fait appel à un spécialiste pour les plantations, hein, et on a une garantie. C'est-à-dire que si ça pousse mal, il les remplace. Mais il ne faut pas les piétiner sans arrêt. Donc, voilà. Bien. Il est 21h15. Nous avons répondu à l'ensemble des questions qui avaient été posées. Il est tradition que, à l'issue du conseil municipal, le public nombreux puisse éventuellement poser des questions s'il le souhaite. Donc, je vois il y a 2 personnes dans le public très nombreux, dont un qui ne souhaite pas s'exprimer et le deuxième non plus. Eh bien, je vous remercie. Vous avez pu assister à une séance du conseil municipal dans laquelle toutes les délibérations ont été prises à l'unanimité et je remercie les uns et les autres. Je vous souhaite une bonne fin de journée et de bonnes fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre. Merci à vous et à bientôt.